Mais on va passer à la deuxième partie de notre webinaire, qui est une partie de retour d'expérience de la métropole Clermont-Auvergne, avec Nicolas Beaupied du CEREMA et Violaine Magne de la métropole Clermont-Auvergne. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci Hélène, merci Aude pour cette présentation très claire. Ça a été dit d'ailleurs dans le chat. Simplement peut-être pour vous signaler aussi en écho à la dernière question là, qui a été posée sur les entreprises, que vous pouvez tout à fait regarder un certain nombre de retours d'expérience sur le centre de ressources pour l'adaptation au changement climatique, dont je vous mets le lien dans le chat. Vous y trouverez voilà, un certain nombre d'initiatives qui ont été lancées par des collectivités, mais aussi par les entreprises elles-mêmes pour mobiliser, on va dire, la sphère économique sur ce sujet de l'adaptation au changement climatique. Donc, au-delà des webinaires spécifiques entreprises dont tu parlais, Hélène. Maintenant, avec Violaine Magne, qui est chef de service à la direction du développement durable de Clermont-Auvergne Métropole, nous allons illustrer, et c'est surtout Violaine qui va le faire, illustrer finalement ce que vient d'expliquer Aude sur la démarche TACT avec finalement une méthode qui a été utilisée hein, par Violaine et par la métropole de Clermont, et qui fait écho à un certain nombre de principes que Code a explicités en introduction, hein, la transversalité, puisque il y a eu une mobilisation interne des collègues de Violaine au sein de la collectivité, la mobilisation aussi de l'expertise locale existante sur le sujet du changement climatique. Et puis, plus globalement, finalement, l'appel au collectif que évoquait Aude, ça a été finalement, je crois, un peu le fil rouge de la démarche qui a été entreprise par Clermont-Auvergne Métropole. Et donc, la première question que je vais poser à Violaine, c'est tout simplement pourquoi avoir lancé la construction du diagnostic? Quelles étaient les motivations initiales de ta collectivité, Violaine, et des élus? Oui, bonjour Nicolas et bonjour à tous. Je suis ravie d'être dans ce webinaire ce matin. Une petite précision, moi je travaille pour Clermont-Auvergne Métropole et pour la ville de Clermont-Ferrand. Et c'est important sur ces sujets d'adaptation d'être avec la ville-centre aussi. Alors au départ, nous avions déjà réalisé un diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique, justement conjoint entre la ville de Clermont-Ferrand et Clermont-Auvergne Métropole en 2013. C'était notre premier diagnostic. Et si on a souhaité en 2021 l'actualiser, c'est parce qu'on s'est vite rendu compte que ce premier diagnostic en fait était obsolète sur la question de la ressource en eau. Quand on a travaillé en 2013 et même après, quand on a travaillé sur notre plan climat en 2017, etc., la question de l'eau n'avait jamais été un sujet, puisque nous étions en Auvergne et que l'Auvergne était le château d'eau de la France. Donc, à chaque fois, on nous disait non, non, mais on aura toujours de l'eau, on n'aura jamais de pénurie, on n'aura jamais de problème. Et puis, on s'est rendu compte vraiment au tournant des années 2020 que si l'eau pouvait manquer aussi dans le centre de la France et qu'en fait, notre premier diagnostic de vulnérabilité qui prenait en compte la question caniculaire, la question de la surchauffe urbaine, qui regardait aussi la question de l'eau, mais plutôt sur un volet risque inondation, qui là encore une fois était un risque qui était extrêmement bien identifié, cadré, etc. Eh bien, ce diagnostic avait vraiment un manque sur le sujet de la pénurie en eau, le risque de pénurie en eau, le risque de conflit d'usage. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à réactualiser notre diagnostic de vulnérabilité. Et c'était aussi un moment, une époque où on voyait arriver notre évaluation à mi-parcours de notre plan climat air-énergie territorial. C'était vraiment l'occasion et l'opportunité d'actualiser notre plan climat. Alors chez nous, on n'appelle pas ça un plan climat, on appelle ça un schéma de transition énergétique et écologique. Et donc c'était l'occasion d'actualiser notre schéma de transition en actualisant également notre partie plan d'action adaptation au changement climatique.
Donc c'est vraiment ce qui nous a conduit à retravailler à nouveau sur ce sujet-là, avec évidemment l'opportunité à ce moment-là offerte par l'ADEME d'être dans les 10 collectivités pionnières pour tester cet outil TACT. Et on s'en est vraiment saisi. Ça a vraiment été une espèce de conjonction d'opportunités à un moment donné. On s'en est saisi pour actualiser le diagnostic. Très bien, merci Violaine. Tu vas peut-être pouvoir nous dire justement comment vous avez exploité cet outil, cette démarche, et quelles ont été un peu les grandes étapes, mais aussi éventuellement les difficultés auxquelles il a fallu faire face. Alors, cet outil TACT, hein, moi, je dis aux collègues qui n'ont pas encore essayé qu'il ne faut pas qu'ils fassent peur. Moi, je me souviens la première fois où je l'ai ouvert, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, je vais jamais réussir à remplir tout ça, les expositions actuelles, futures, les sensibilités. Ça semble quand même une masse de travail et de connaissances. Mais finalement, c'est un outil qu'il faut saucissonner par petits bouts pour pouvoir y arriver, mais qui fonctionne extrêmement bien quand on y va pas à pas. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que ça amenait de la méthode. Et moi, j'avais besoin de méthode sur cette question de l'adaptation au changement climatique. On avait déjà travaillé hein, là-dessus avec des bureaux d'études, mais finalement un peu en tâtonnant, on ne savait pas trop. C'est pas comme l'atténuation, on n'avait pas à l'époque un espèce comme ça, de mode d'emploi où c'est très simple, vous calculez vos émissions par secteur, vous faites ça, ça, ça. Non, là c'était beaucoup plus flou quand on a commencé avec Tact et vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié le fait de pouvoir avancer pas à pas. Donc il y a eu plusieurs moments de travail. Il y a eu d'abord évidemment donc un travail beaucoup on va dire en chambre, en bureau, où on essaie de remplir, se familiariser avec l'outil, de le remplir, on essaie de trouver des ressources. Alors en plus, c'est extrêmement à la fois, on va dire, frustrant, mais en effet également intéressant, c'est qu'on tire un fil d'une pelote sur un sujet, par exemple sur la question de la température, sur la question des étiages de nos cours d'eau sur le territoire, et puis on commence à trouver des infos, puis on voit qu'en fait ces infos, ça ouvre sur une autre info. En fait, on n'en a jamais fini. Ouais, ça a été mon premier constat de dire, en fait, quand on commence à chercher de l'info sur ces questions de constat du territoire au regard du changement climatique, en fait, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos et c'est extrêmement intéressant. Et de proche en proche, on arrive aussi à se nourrir intellectuellement énormément. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps de travail où j'ai réuni mes collègues en interne, donc dans les domaines de l'aménagement, du cycle de l'eau, de l'agriculture. On a commencé à travailler, quoi. Je leur ai posé mes éléments de travail, je leur ai posé mes hypothèses, je leur ai dit, bah voilà, moi, il me semble que sur la question de la sécheresse hydrologique, on est dans une exposition qui est plutôt moyenne, on va être une exposition élevée, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme élément aussi un tout petit peu sensible derrière? Alors ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup travaillé avec Tact, c'est la question de l'expertise d'usage. Donc, notamment avec mes collègues, où les collègues pouvaient me dire, bah oui, en effet, en 2019, notre cours d'eau, l'Artière, a été à sec, le tronçon de tel endroit à tel endroit était à sec, c'était la première fois, ça s'explique comme ci et comme ça. Alors ça, voilà, c'est des choses que j'avais trouvées dans aucun vraiment document, aucun rien, c'était vraiment son expertise à lui, à mon collègue. Ou des collègues qui disent, oui, on a des problèmes aujourd'hui dans les cultures, vous savez, pour fleurir la ville, etc. Parce que quand on met en plantation des choses les plantes se développent très très vite au mois de février-mars, mais on a cette petite gelée toujours qui intervient en mai, clac, et qui vient nous faire mourir tous ces plantes. Donc il a fallu qu'on change nos cultures. Et ça, c'est intéressant parce que moi, je le rapprochais des données qu'on voit en effet de température, où on voit en effet, bah, on a des données plutôt plus chaudes qu'avant sur ces périodes de février-mars. Et puis en effet, on la voit, on voit ce petit point bleu qui fait pof. Ça, c'est la petite gelée tardive du mois de mai. En effet, chaque année, on n'y coupe pas. Donc c'était vraiment intéressant comme ça de faire des allers-retours avec les expertises d'usage des collègues, comparé avec ce que j'avais pu lire, regarder, surtout la masse de données qu'on a dans TACT, hein, Info Climat, Météo France, etc. Et ensuite, j'ai eu un troisième temps de travail avec les partenaires du territoire. Donc, on a réuni des partenaires qui, jusque-là, en plus, on n'avait pas forcément beaucoup travaillé avec eux sur ces questions climatiques. Encore une fois, quand on avait travaillé sur les questions de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est pas forcément ces partenaires-là qu'on avait mis autour de la table. Donc, je sais pas, c'est par exemple l'Office national des forêts, l'Agence de l'eau, des laboratoires type INRAE, des associations plus sur la biodiversité, évidemment les communes, et avec
Encore une fois, avec ces partenaires-là, on a travaillé sur eux, leurs expertises d'usage. On leur a présenté, en effet, bah, voilà notre tableau, nous, voilà comment on comprend les choses, voilà nos constats, voilà comment on imagine les expositions futures, etc. Voilà comment on imagine notre sensibilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ça a ouvert des discussions sur des sujets, comme moi j'ai découvert des choses extrêmement intéressantes sur mon territoire que je ne connaissais pas. Parce qu'encore une fois, c'est des connaissances et des expertises qu'ont ces acteurs et ces partenaires qui ne sont pas forcément écrits quelque part mais qui permettent vraiment d'avoir des informations qualitatives extrêmement intéressantes. Alors, je vous donne un exemple comme ça, un acteur qui nous dit, lorsqu'on travaille sur la surchauffe urbaine, est-ce que vous vous rendez compte quand même, est-ce qu'on le sait, que la majorité de nos établissements publics d'accueil des personnes âgées sont dans le centre-ville dense et donc chaud, donc sont à Clermont-Ferrand, et que finalement on a pratiqué quasiment aucun EHPAD, je crois qu'il y en a un ou deux, dans les communes qui sont en altitude et qui sont beaucoup plus fraîches. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de complètement euh, non pertinent aujourd'hui au vu du changement climatique? Et en effet, c'est un truc qu'on s'est tous dit, mais non, mais c'est vrai, évidemment. Et c'est des choses, encore une fois, qui sont écrites nulle part. C'est juste des choses où on a mis en commun des réflexions et des intelligences collectives. Et ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc, on a fait tout ce travail de tact vraiment en progression, en aller-retour avec ce que me disaient les partenaires, un travail en chambre, un travail avec les collègues. Et ça a permis de nous construire notre diagnostic, encore une fois, grâce à la méthode extrêmement éprouvée de tact. Merci, Violaine. Alors, tu as déjà évoqué un certain nombre d'enjeux finalement que vous avez identifiés en faisant ce travail de diagnostic. Est-ce que il y a d'autres grands enjeux qui sont ressortis pardon, à l'issue de la réalisation du diagnostic? Est-ce que ces enjeux vous ont surpris et éventuellement poussé à engager des actions différemment ensuite? Ouais. Alors, par rapport à notre vulnérabilité de 2013, il y a des invariants, évidemment, hein. La question caniculaire, elle est toujours là, la surchauffe urbaine. Ça, c'est des choses qu'on avait très bien qualifiées il y a déjà 10 ans, et ça reste. Donc, ce qui nous a pas étonné, qu'on voyait venir, évidemment, c'est la question des risques de conflits d'usage, de la pénurie en eau, etc. Il y a un sujet qui est arrivé sur la table complètement, qu'on connaît, mais qu'on n'avait pas vu venir comme étant le sujet d'adaptation au changement climatique, c'est la forêt. On est une métropole, on se vit comme un territoire urbain, alors qu'en fait, 21% de notre territoire, bah, c'est de la forêt. Et en effet, c'est un sujet qui est vraiment arrivé, notamment par l'ONF, par les communes forestières, pour dire, bah là, c'est un sujet en tant que tel, hein, de dépérissement, avec en effet un affaiblissement de la forêt à cause des sécheresses récurrentes et des fortes chaleurs, et avec du coup des parasites qui viennent faire dépérir la forêt. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a eu ça on l'a eu vraiment en ligne de mire, on s'est dit, mais oui, mais en fait, la forêt, en plus, c'est un sujet touristique majeur. On est labellisé UNESCO, chaîne des Puys, Faille de Limagne, et évidemment que la forêt, elle compte beaucoup dans cette vision touristique paysagère. Évidemment, c'est un sujet économique, puisque on a également évidemment, certaines parties de la forêt qui est une ressource économique. Et puis, derrière, on a des risques qu'on n'avait pas du tout imaginés. Un risque incendie en Auvergne, comment vous dire que c'est pas du tout un sujet qu'on a en tête, hein. On n'est pas à la Teste de Buge, on n'est pas dans les forêts du Sud. On se dit pas, on a un problème d'incendie. Bah si, si, c'est un vrai risque qui est apparu, encore une fois, grâce aux expertises des partenaires autour de la table. Et puis avec ça, moi, c'est un sujet qui m'a extrêmement interpellée, qui est qu'en fait, nos forêts sont des forêts, pour une grande majorité d'entre elles, qui ont été plantées pour être une défense face aux coulées de boue, aux glissements de terrain, etc. Et donc avec un phénomène en fait de cercle, on va dire, ou de boucle de rétroaction négative, hein. Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais si demain on a un dépérissement massif de la forêt, on risque d'avoir en plus une majoration de nos risques en matière de coulées de boue et de mouvements de terrain. Alors ça, quand on l'additionne avec le fait qu'aujourd'hui on a déjà des risques d'inondation avec des risques comme ça de ruissellement très forts, notamment dans des talwegs où on a bien identifié des endroits assez vulnérables à ces sujets-là, on se dit là, quand même, c'est un impensé qui pourrait avoir des répercussions très importantes. Donc, en effet, alors, c'était un sujet qu'on on avait commencé à travailler, mais là, on se dit qu'il va vraiment falloir qu'on mette un peu la lumière et l'accélérateur sur ce sujet-là.
Très clair, merci. Alors, tu l'as bien dit, hein, le diagnostic de vulnérabilité, il a permis de révéler finalement des nouveaux enjeux qui jusqu'à maintenant étaient pas très bien connus dans votre territoire, ou de confirmer éventuellement un enjeu comme celui que tu évoquais sur le conflit d'usage autour de l'eau. La question qu'on peut se poser à partir de ça, c'est quelle appropriation du diagnostic et de ces enjeux qui ont été identifiés a été ensuite réalisé par les acteurs, quoi. Est-ce que véritablement ce diagnostic a transformé la manière dont on envisage l'action publique ensuite? Et peut-être tu pourras évoquer ensuite en parallèle tu as tenté, comment vous avez tenté justement de favoriser aussi cette appropriation. Oui, tout à fait. Euh, Ce que je voulais d'abord dire, c'est que ce diagnostic a été donc intégré dans l'actualisation de notre schéma de transition énergétique et écologique en début d'année 2023. Donc, il est passé en conseil municipal à la ville de Clermont-Ferrand et en conseil métropolitain pour Clermont-Auvergne Métropole. Et les débats qui ont eu lieu autour de cette délibération ont tous porté sur ce diagnostic de vulnérabilité. Tous les élus ont vraiment qui ont pris la parole ont mis le doigt sur regarder en fait ce qu'on nous prépare. C'est voilà, donc, ça déjà c'était pour moi un point extrêmement intéressant et important que ce diagnostic de vulnérabilité soit vu, partagé par les élus de cette manière-là. Ensuite, pour moi, TACT, hein, c'est que ça a été que le début. C'est le début de ce travail avec les acteurs. Plus j'avance et plus je me rends compte qu'en fait, c'est un plan à part entière, le plan d'adaptation au changement climatique. C'est un, c'est que jusqu'à présent, on l'avait vu comme un peu le petit frère de notre plan d'atténuation, mais que finalement, quand même, le paquet, c'était sur nos réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est plus ça. Maintenant, il faut vraiment qu'on le déploie, qu'on le développe on a identifié 4 enjeux hein, sur notre diagnostic de vulnérabilité. Pour moi, chaque enjeu nécessite quasiment un plan. Et ça, c'est un sujet qu'on est en train de travailler à la métropole et à la ville. Et alors peut-être après je reviendrai sur comment les acteurs hein, se sont appropriés, mais peut-être sur comment on a aussi travaillé. On a travaillé sur la mise en récit, c'est un gros sujet, ça, et notamment l'ADEME aussi le pousse beaucoup, et en effet c'est très intéressant. Euh, Moi, pour mettre en lumière les 4 enjeux qu'on avait, j'avais en effet travaillé sur une de journal. On imaginait qu'on était en 2044. Et en 2044, on avait un enjeu de surchauffe urbaine avec un plan écarlate déclenché, avec des nouveau-nés amenés à l'hôpital en état d'urgence absolue à cause de l'hyperthermie. On imaginait qu'on avait en effet la carte de tous les endroits où on pouvait trouver des distributions d'eau par la municipalité parce qu'on était en rupture d'eau, ou le fait que le massif des puits, la chaîne des puits était fermée à cause des incendies récurrents et que on devait travailler maintenant la nuit dans le milieu agricole parce qu'il faisait trop chaud le jour pour y travailler. Avec une petite pub d'ailleurs sur le stockage de l'eau de pluie, où on se disait que voilà, l'eau de pluie c'était devenu maintenant la principale alimentation en eau pour les ménages, pour en tout cas faire la vaisselle, laver le linge, etc. Et j'avais fait ça un peu pour susciter les discussions, les débats dans le groupe de travail avec les acteurs. Et ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'en fait, moi, je le trouvais je m'étais dit, t'as un peu poussé le curseur un peu loin quand même, t'as été un peu trop dystopique, tu t'es un peu laissé emporter. Et en fait, les acteurs m'ont tous dit non, non, mais non, c'est même plutôt soft en fait. Hein, c'est pas extrêmement, c'est bien comme ça qu'on imagine le futur, c'est bien comme ça qu'on voit les choses. Et ça a permis vraiment de lancer les discussions aussi sur notre stratégie, sur comment on voyait les choses dans le futur si on ne faisait rien, et du coup comment on voyait les choses si on arrivait à faire. D'ailleurs, c'était intéressant parce que tous les acteurs, si on arrivait à faire quelque chose, c'était surtout grâce au lien et à la solidarité. Donc c'était marrant de voir qu'en fait, finalement, la solution, elle parlait presque pas d'adaptation dans le sens technique, elle parlait surtout d'adaptation dans le sens sociétal, en fait, dans le sens vraiment de transformation de la vision de la société. Et donc peut-être pour terminer sur le dernier bout de ta question sur comment les acteurs travaillent avec ça. Donc encore une fois, pour moi, on est au tout début hein, de la question de l'adaptation au changement climatique sur mon territoire. C'est un angle de travail très important dans le cadre de notre Alliance pour la transition écologique et solidaire, qui est un groupe d'une quarantaine d'acteurs sur lequel on travaille sur tous les sujets de la transition. Et donc là, on a une réunion hein, récemment sur le partage justement de ces sujets d'adaptation au changement climatique. Et on avait pas mal de monde dans la salle et ça a été extrêmement
extrêmement intéressant. Et surtout, les partenaires de cette alliance, qui sont à la fois des associations, puis du monde économique, etc., sont venus me voir et m'ont dit, bah, ça m'intéresse vraiment parce que nous, là, on est en train de faire notre plan d'adaptation établissement. J'ai eu le CHU qui me dit, bah, nous, ça nous intéresse beaucoup parce que vous imaginez bien qu'avec les maladies émergentes, avec les canicules, etc., il faut qu'on ait des plans pour faire face à tout ça quand ça vient, quand ça viendra. Et il ne faut pas que ça viendra trop tôt. Il y a notre grande entreprise du territoire qui est l'entreprise Michelin qui me dit, bah oui, moi, évidemment que j'ai un plan d'adaptation parce que on a des précédents sur nos usines, moi, je sais pas, en Asie du Sud-Est, où parfois il y a des blackouts totales d'électricité parce que la climatisation tire tellement sur le réseau qu'en fait, on n'a plus du tout d'élec. Et donc, comment on fait dans ces usines-là d'Asie du Sud-Est pour faire en sorte de pouvoir continuer à fonctionner? Et donc, ce qu'on voit là, on veut le déployer partout, sur tous nos sites, et notamment sur le site de Clermont-Ferrand. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte, comme tout le temps, c'est que les acteurs, ils ont commencé en même temps que nous. C'est-à-dire, ils ne sont pas forcément beaucoup plus avancés que nous, mais ils ne sont pas beaucoup plus en retard que nous. Et ce qui va être intéressant, c'est de partager en fait une vision territoriale de ce sujet-là, parce que là, les acteurs, je vous dis le CHU, Michelin, mais il y en a certainement d'autres. Les bailleurs sociaux, ils nous ont pas attendus pour voir qu'il fallait rénover aussi les bâtiments en prenant en compte le confort d'été. Ils ont tous une vision des choses, mais vraiment le rôle de la collectivité, c'est de dire comment on fait ensemble, quoi, comment on se coordonne et comment aussi on est multi-enjeux. C'est-à-dire, on ne va pas regarder que l'enjeu du bâtiment, que l'enjeu de tel secteur géographique. On a quand même on veut avoir une vision un peu 360. Et je pense qu'il est là le rôle de la collectivité sur son plan d'adaptation. Mais ça a été la même chose finalement quand on a travaillé cette question d'atténuation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sauf que là, quoi, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est qu'aujourd'hui, on est au début de quelque chose qu'il faut vraiment prendre en main pour que vraiment il y ait une vision territoriale de l'adaptation au changement climatique. Merci beaucoup, Violaine. Je retiens effectivement cette idée que tu évoques de comment on fait ensemble et donc du rôle qui revient à la collectivité dans ce domaine. Euh, J'imagine, Hélène, qu'on a le temps pour prendre quelques questions, s'il y en a Oui. dans le chat ou Oui, ailleurs. absolument. Alors, une J'ai tenu le première question. timing, hein. Pardon? J'ai tenu le timing, hein. Exactement, Bravo. merci beaucoup, Violaine. Et en plus, c'était passionnant d'avoir votre retour d'expérience et montrer comment est-ce que on peut se saisir de tact et construire dessus. Alors, première question de Daphné Callot du CCGAM. Comment les élus de Clermont Métropole et de la ville ont perçu le travail autour de l'adaptation climatique? Comment ont-ils été embarqués dans la réflexion? Je suis sur un territoire où il est difficile de faire remonter au niveau politique des problématiques qui peuvent être perçues comme alarmistes pour les populations. Par exemple, chez nous, la présence du radon. Ah. Alors, bah, comme je vous le disais, j'étais étonnée, moi, vraiment de la prise en compte de ce sujet-là lorsqu'il y a eu le débat en conseil, comme je le disais tout à l'heure, hein, en conseil métropolitain notamment, sur notre schéma de transition. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les élus, ils le voient déjà, ils le savent déjà. C'est-à-dire que la question de la pénurie en eau, par exemple, quoi, du risque de pénurie en eau, ils en sont extrêmement conscients. Je veux dire, c'est pas. Alors, nous, nos élus, en plus, en conseil métropolitain, dans le bureau, c'est des maires, hein, comme dans beaucoup d'intercommunalités. Et évidemment, bah, les maires, ils voient passer des arrêtés sécheresse, ils voient que, il y a des périodes de l'année, évidemment, où on ne peut plus arroser les espaces publics, les stades, etc. Donc, ils en sont éminemment conscients. Et après, peut-être que ce qui est le plus qui est apporté par l'adaptation, c'est en effet de faire émerger des sujets qui sont un peu moins évidents, comme la question de la forêt, c'est-à-dire que typiquement sur le territoire, on a des communes forestières qui, elles, je pense, connaissent bien le sujet, mais leurs voisines qui n'ont pas de forêt sur leur territoire et qui pourtant, c'est ces communes-là, par exemple en contrebas, qui risquent d'être soumises aux aléas si leurs voisines du dessus, communes forestières, ne font pas les travaux nécessaires dans la forêt, bah, ces voisines-là, elles en sont peut-être moins conscientes. Et c'est peut-être, encore une fois, ce sujet de partager ensemble. Mais sur le côté alarmiste, moi j'ai l'impression que ça, alors en tout cas sur mon territoire, j'ai l'impression que ça y est, c'est derrière nous, quoi. C'est-à-dire, plus aucun élu ne peut dire que parler d'adaptation au changement climatique, c'est alarmiste, parce qu'en fait, les crises, elles sont déjà là. C'est-à-dire, les crises caniculaires et les crises de risque de pénurie en eau, vraiment, ils en sont extrêmement et intimement conscients. Voilà. Et quelle que soit la majorité, quelles que soient les communes du territoire.
Peut-être aussi ce qu'on peut ajouter avec cette question-là, c'est de se dire que le diagnostic de vulnérabilité, justement, c'est tout son intérêt de venir objectiver Tout à finalement fait. quels vont être les impacts. Et très souvent, les élus peuvent être soit confirmés dans leur certitude, soit surpris de voir à quel point effectivement leur territoire va être soumis à un certain nombre de risques et d'impacts. Et donc, ce travail-là de réalisation du diagnostic, il est, de ce point de vue-là, extrêmement important. Et comme l'a dit Violaine, l'enjeu, c'est d'arriver à impliquer dès le départ les élus pour, d'une certaine manière aussi, les embarquer et en faire des acteurs de la construction de ce diagnostic et de toute la stratégie d'adaptation qui va en découler. Peut-être, avant de prendre la question suivante, rebondir aussi sur quelque chose qu'avait dit Monsieur Boris Dussossois, qui était le directeur départemental environnement, aménagement et ruralité du département euh, du, euh, de l'Indre, dans le donner à voir, la forêt aussi est un bon endroit où les élus qui, peut-être, certains, comme vous disiez, Violaine, ils sont très conscients de la réalité, mais parfois, peut-être qu'il faut rajouter une couche. Et la forêt peut être le bon endroit. Ça a été un déclencheur, en tout cas pour eux, entre les incendies de forêt, ou même une promenade en forêt avec l'ONF qui leur montre, ben voilà, regardez cet arbre, regardez la cime, il est en train de dépérir. C'est des choses qu'on ne voyait pas dans le département de l'Indre avant. Donc la forêt est aussi un bon endroit pour illustrer ce changement climatique. Ensuite, nous avons des questions qui sont du domaine vraiment du partage peut-être d'informations, de méthodes que vous avez utilisées. Cédric Couturier de FIJAC Transition, serait-il possible de partager les hypothèses prises pour la réflexion collective? Alors ça, effectivement, je ne sais pas ce qu'il en est. Ou alors Lisa Pupponi, dans le cadre de votre diagnostic sur le risque pénurie d'eau, avez-vous élaboré des questionnaires, grilles d'entretien type qu'il serait possible de partager? Je sais aussi que ça fait partie des éléments qui aussi sont donnés dans les méthodes TACT. Je sais, voilà, je ne sais pas ce que vous Alors, c'était pas vraiment partagez dessus. des grilles ou des analyses, c'était plutôt, ça a été dans le cadre d'ateliers. Moi, ce que je peux partager, en effet, c'est nos tableurs Excel de groupes de travail, d'ateliers, où en fait, c'était surtout sur les aléas, de les faire réagir. Et en fait, c'était rigolo parce qu'il n'y avait même pas besoin de poser des questions. C'était que, alors ça, je l'ai peut-être pas dit, mais les partenaires qu'on a réunis étaient absolument euh, extrêmement enthousiaste à l'idée de travailler sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet sur lequel on n'avait jamais travaillé de manière vraiment collégiale sur notre territoire. Et surtout, ils avaient envie de dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'étais vraiment étonnée de la matière qu'ils avaient envie de partager. Alors, des fois, c'était même marrant parce que ça donnait lieu à des débats, voire des controverses, un peu des disputes sur la manière dont ils concevaient l'un et l'autre le rôle de la forêt. C'était pas tout à fait pareil, que ce soit l'ONF ou l'INRAE, par exemple, ils voyaient pas tout à fait les choses pareilles. Mais c'était toujours très intéressant. Donc, mais oui, je peux communiquer les grilles, mais je pense qui sont assez basiques, hein, qui reprennent la méthodologie TACT assez classique, hein. Très bien, alors si on a encore le temps pour quelques questions, j'en vois une notamment bon, à laquelle tu as déjà répondu et sans doute c'est pas si simple d'ailleurs d'y répondre, mais une question de Nicole, comment aider les élus de passer de la prise de conscience à l'action concrète? C'est la question que se posent toutes les personnes qui sont dans ta position, je pense, hein, Violaine. Une C'est fois ça. qu'on a... Alors après, c'est pas parce que les élus sont bien conscients que la crise est là que le passage à l'action va être d'une simplicité comme ça, hein. Je veux dire, ça ne présage en rien la facilité dans le passage à l'action, parce que la difficulté du passage à l'action, c'est qu'il y a les actions, on va dire, d'ajustement. Je pense que c'est pas extrêmement complexe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a plutôt des consensus sur le fait de dire, dans le cadre des respects des arrêtés sécheresse, etc., on va évidemment changer, par exemple, les plantations sur voirie. Je pense qu'il y a aujourd'hui
peu de collectivités qui continuent à faire des fleurissements où il faut vraiment arroser avec du goutte à goutte, des choses comme ça, voilà. Ou même la question de l'arrosage des petits stades, etc. Par contre, quand c'est vraiment des actions transformatives qui nécessitent une rupture avec la manière dont on procède aujourd'hui, bah, évidemment que c'est beaucoup plus complexe. Par exemple, sur la question de la sobriété en eau, je prends cette idée-là encore, si on voulait vraiment pouvoir avoir une connaissance très fine des consommations d'eau pour pouvoir derrière peut-être faire de la tarification progressive, des choses comme ça, il faut changer absolument tout. Tous les compteurs d'eau, qui nécessitent évidemment, qui est d'une complexité, qui nécessite des financements énormes, bah, ça c'est un autre sujet. Voilà, c'est pas, on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes investissements. Et donc du coup, sur le passage à l'action, c'est toujours pareil, c'est la conduite du changement, c'est la conduite de la transformation. C'est ce qu'on fait déjà sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça prend beaucoup de temps, ça infuse petit à petit, quoi. Merci. Peut-être pour le temps pour une dernière question. Euh, euh, il y avait une question sur l'implication des sociétés d'assurance. Est-ce que vous avez impliqué les sociétés d'assurance dans l'élaboration de ce diagnostic? Et puis, bah, du coup, je pose la question, en fait, qui sera la question, la dernière question qu'on prendra. Je vous donne les deux à la suite. Votre diagnostic est-il consultable? S'il vous plaît, merci pour votre Rex motivant. Alors, sur les assurances, moi, je me suis beaucoup servi du document qui a été écrit par, ça y est, j'ai mangé le nom, la caisse, vous savez, la Caisse nationale des réassureurs. C'est-à-dire que qui soutient les assureurs dans les catastrophes naturelles. Donc, qui donne en fait des éléments financiers très forts sur les questions des catastrophes naturelles, notamment sur la question de l'inondation et de la sécheresse. Et ça, c'est un peu mon argument massue aussi. De dire, bah voilà, ces tant de milliards qui ont été consacrés pour ce risque-là. C'est une manière un peu de chiffrer le coût de l'inaction, le fameux coût de l'inaction du changement climatique dont on parle depuis 15 ans, mais qui commence à devenir vraiment réel. Donc, pour le diagnostic, je l'ai bien utilisé, notamment parce qu'on peut avoir des visions un peu locales. Donc, c'est vachement intéressant. On a des cartographies, on peut voir combien telle ou telle commune ont dépensé dans des strates, hein, dans des fourchettes de millions d'euros, mais je trouve que c'est chouette. J'utilise beaucoup aussi l'argument, vous savez, les sables d'Olonne, c'est ça, ces sables d'Olonne qui peuvent plus être assurés pour les risques naturels, qui n'ont pas trouvé d'assureur, quoi, c'est des choses comme ça. Alors, je les ai pas impliqués pour le plan d'action. Par contre, j'ai regardé du côté de mon service juridique pour voir dans la construction justement des contrats d'assurance, si ça commençait à être un sujet, on voit que ça commence à l'être, c'est pas encore majeur, mais si ça commence à être un sujet, cette question des aléas climatiques. Donc voilà, on voit que même localement, ça monte. Et la deuxième question qui était sur le retour d'expert. Oui, oui, bien sûr, mon diagnostic est consultable puisque c'est dans mon schéma de transition. C'est dans les délibérations de la métropole. On est en train de remettre à jour le site internet, donc on n'a pas encore le document en téléchargement et peut-être que je peux vous le faire passer et vous pouvez le communiquer. Hélène, si vous en avez prévu de communiquer d'autres choses, peut-être. Oui, absolument. On pourra le communiquer à l'ensemble des Très bien. participants. Bien, merci beaucoup, Violaine, pour ce retour d'expérience inspirant et motivant. Je reprends juste les termes qui ont été utilisés dans le chat. Merci beaucoup, Nicolas, pour avoir animé les questions.